Bonjour, Bonjour Christina. on se voit parce que quelqu'un a eu l'idée, à mon avis brillante, pour avoir vu le résultat, de lancer une maison d'édition. C'est quoi cette histoire? Alors en fait, j'ai lancé l'édition 49 pages parce que je crois au format court. Je pense qu'aujourd'hui, l'époque est justement propice à ce type de livre. C'est-à-dire en fait, l'idée de 49 pages, c'était de faire vraiment des textes qui soient capables de redonner le goût de la lecture et des textes qui soient à la fois ludiques et exigeants. D'où l'idée de faire des textes qui font 48 pages plus une carte postale. Et puis 49 pages, c'est aussi une sorte de promesse un peu de ne pas faire de roman, c'est de dire voilà, on veut investir un nouvel espace, réactualiser une forme assez ancienne, qui est celle du texte court. Alors moi j'adore le texte court. Je suis d'ailleurs très triste qu'en France, on l'utilise moins que dans les pays anglo-saxons. Mm. La nouvelle, en tant que telle, est quand même un art dans les pays anglo-saxons, alors que nous, on la considère comme un peu un sous-genre du roman. D'ailleurs, des fois, on dit on commence par des nouvelles et après on écrit le roman. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? oui, c'est un peu contre ça, pour lequel on s'est battu, c'est-à-dire que en fait, moi déjà, on a récusé le mot nouvelle, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais l'idée d'un slogan qui était vous aurez toujours le temps pour une bonne nouvelle. Puis après, Victor a eu ce slogan absolument formidable parce qu'un texte court toujours. Moi, j'aime bien, je Ouais. préfère. En fait. Et en fait, pourquoi? Je voulais pas te le dire, mais je Pour préfère le sien. Mais parce que je pense que dans l'idée de texte court, il y a déjà l'idée que c'est pas seulement une nouvelle. Une nouvelle, on a l'image un peu d'un récit avec une chute, une narration assez linéaire. Et au contraire, nous, ce qu'on veut proposer, c'est des textes qui sont parfois plus troublants, plus mouvants. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, la nouvelle a une fortune littéraire importante, même aussi en France, on pense au XIXe siècle. Mais pour nous, c'est pas une marche pour entrer en littérature, écrire des romans. C'est vraiment une ça forme à que part je entière. voulais te faire dire, et merci de l'avoir fait. Donc, c'est vraiment une maison d'édition, comme on peut dire, dédiée à ça pour le moment. Exactement. Pour l'instant, c'est vraiment ça. Et la première collection s'appelle Des phares de feu. Et Victor, je vais peut-être la présenter. Est-ce que quelqu'un peut me la montrer, s'il vous plaît? Eh ben, très bien. Voici le numéro 0 de Départ de feu. Alors, on commence par raconter le numéro 0. Ouais. Alors, le numéro 0 réunit 14 auteurs et autrices à qui nous avons posé une question assez simple, c'est-à-dire, quelle est la dernière fois ou à quel moment votre vie a-t-elle basculé? Et donc, ces auteurs-autrices nous racontent un moment où leur vie est partie comme ça, en cacahuète. C'est drôle comment tu n'as pas utilisé un terme. Ah non, je fais très attention aux mots que j'emploie. Mais cela étant, ces 14 auteurs et autrices nous offrent non seulement une histoire donc très courte, cette fois, de basculement, mais aussi une fenêtre. Et je pense que Pierre pourra en dire quelques mots, mais chaque texte est un aperçu sur un univers et sur un langage, sur un humour aussi de ces auteurs et autrices. Je crois que c'est la grande force aussi des textes courts, c'est de proposer des aperçus, des instantanés ou des condensés de ce que peuvent faire les écrivains et les écrivaines aujourd'hui en littérature contemporaine. Et oui, je pense que c'est vraiment beaucoup une histoire d'affect aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut provoquer chez le lecteur. Et dans Des parts de feu, on a à la fois des textes poétiques. Je pense au texte de Sarah Bourg, J'ai beaucoup aimé. qui évoque la crémation de son père, donc quelque chose d'assez violent. C'est très violent, oui. On a des choses aussi, de vrais départs de feu, de vrais moments de bascule qui sont pensés en tant que tels. Je pense au texte de Benjamin Hoffman, voilà, qui raconte ce moment, en fait, où sur un coup de sort presque, il se retrouve à aller aux États-Unis et ainsi sa vie, c'est un choix qui a informé son existence. Mais il y a aussi des moments qui sont bien plus légers. Par exemple, Lila de Lille qui raconte le coup de sang qu'elle a eu quand son boulanger a déménagé, que le nouveau boulanger a refusé de lui vendre une de Lille et c'est ça, en fait, aussi l'enjeu, c'est de montrer, en fait, la manière dont, quelque part, ce point de bascule, c'est les auteurs a posteriori qui le choisissent. Le point de bascule, c'est aussi un point de bascule qui se fait dans la langue. Il y a plein de manières de dire, et il y a 14 textes et autant de langues qui se déploient. Et donc là, c'est vraiment, oui, en effet, une sorte d'aperçu de ce qu'est cette collection-là, parce que ce premier volume, ce numéro 0, porte le nom de la collection dont il fait partie, donc Départ de feu. Et Départ de feu, ça dit bien ce que ça veut dire. À savoir ces moments voilà, où la vie bascule, où les conditions d'existence changent radicalement. Quelque chose jaillit aussi. C'est aussi tout l'intérêt, c'est de voir à partir de ce basculement qu'est-ce qui peut survenir, que peut advenir ensuite une fois que la vie en quelque sorte se renverse. Et moi je trouve qu'en tout cas ce qui ressort de ce recueil, c'est que chaque auteur a eu une approche très différente
Oui. Certains, c'est ce que tu disais, certains vont avoir une beaucoup plus sensible, presque mélancolique. D'autres, au contraire, vont utiliser l'expression de départ de feu au sens presque pictural, c'est-à-dire comme un jaillissement de la vie. Et je crois que c'est ce qui nous intéresse nous en littérature, c'est-à-dire de faire des mots, de réengager la littérature dans un rapport au corps aussi, et dans un rapport à la vie, au sensible. Le langage et le corps, alors. Le langage et le corps. Et le numéro 2? Alors, ça, on pourrait dire que c'est un manifeste esthétique. Tout à fait. Et ensuite, notre premier numéro 1, c'est un Oui, peu un pardon. manifeste théorique, c'est-à-dire l'avenir de la littérature de Mikki Luukkonen. Et là, en fait, il s'agit vraiment d'un texte assez étonnant, puisque c'est un texte d'un auteur finlandais qui est mort à 33 ans. Donc, on pourrait se dire, mais quelle idée de publier ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mikki Luukkonen, c'est vraiment, à mon avis, une sorte de punk, de génie complet littéraire, qui a écrit un texte, cette fois-ci bien plus gros, qui s'appelle O, qui a été publié au Castor Astral en 2021. D'accord. Et en fait, Mikki Luukkonen, dans l'avenir de la littérature, eh ben, c'est une sorte de manifeste de plaidoyer pour une littérature qui serait à la fois expérimentale et en même temps accessible. Mikki Luukkonen, il pense fondamentalement que la littérature peut changer notre manière d'être, et surtout que la littérature, elle doit aussi être le reflet de la modernité. C'est-à-dire qu'il réfléchit aussi à la manière dont, en fait, Internet a modifié notre rapport à l'information, et comment est-ce que la littérature, comment est-ce que l'écrivain doit acter aussi ce geste-là. Mikki, il parle des réseaux, de la littérature à l'ère des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire à l'ère d'Instagram, à l'ère de TikTok, et en même temps, l'idée c'est pas du tout de dire c'est horrible, il y a plus de textes qui peuvent émerger. Au contraire, en fait, le texte de Mikki s'achève par cette phrase. Il dit en fait que là on vit un moment d'obscurité avant une tempête fulgurante. Et je crois que aujourd'hui c'est ça, on est au moment où la littérature se déploie. Hein. Et alors en plus, ce texte c'est une sorte d'amitié parce que en fait c'est Mohamed Mbougarsar qui l'a découvert, qui l'a fait lire ensuite à Younes Boussena, qui me l'a fait lire. Okay. Et finalement Mohamed fait la préface, Younes fait la postface, Sébastien Cagnoli, qui est le traducteur, c'est un fou furieux de Mikki. Donc il y a vraiment, enfin voilà. En fait notre but c'est aussi faire découvrir cette voie-là qui est la voie qui ne serait autrement pas accessible en France. Exactement. Moi j'aime aussi le fait justement de permettre au public francophone de faire découvrir des choses qui autrement lui seraient totalement impossibles. La France a ce problème de littérature excellente, magnifique, non traduite. Ça va des classiques aux contemporains. Justement. Mais alors, ça, c'est un problème vraiment, on pourrait dire, structurel, et on est bien placé pour le savoir. C'est une question aussi de coût de traduction, parce que évidemment. Voilà, il y a, et surtout, non seulement, en fait, c'est-à-dire que non seulement il y a un coût supplémentaire quand on traduit la littérature, mais en plus, le marché est parfois plus petit parce que les gens sont plus frileux. Alors là, l'avantage, c'est un texte court. Parce qu'il y avait forcément un avantage. Non, mais c'est que c'est vraiment, enfin, à mon avis, c'est une très belle porte d'entrée pour justement, et puis le texte de Mikki parle de la littérature mondiale. Enfin, je veux dire, il dépasse de loin les frontières purement finlandaises ou françaises. On part au successif. C'est le prochain ? Bien sûr. Alors, le numéro 2 de notre collection Départ de feu s'intitule Les amours rudimentaires, et il est écrit par Eve Guéra, qui a remporté le Goncourt du premier roman il y a 2 ans, 2024. C'est un texte qui nous raconte une histoire d'amour un petit peu compliquée. C'est-à-dire, en fait, qui nous raconte plus précisément la fin d'une histoire d'amour, avec un personnage d'Anna, le personnage d'Anna qui est une écrivaine, et qui apprend que son amant, son petit copain, s'en va. Il quitte Lyon, il part pour Paris. Et Anna va sombrer dans une sorte de désespoir et de paranoïa. Il va aller voir son grand conseiller, son nouveau conseiller, pas vraiment un prince, plutôt l'inverse d'ailleurs. Encore que ça pourrait être une sorte de prince. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle va demander à ChatGPT de lui produire, de lui offrir, un plan de reconquête ou de vengeance. On ne sait pas très bien, c'est assez ambigu en fait. Et elle va chercher à, en quelque sorte, guérir son désespoir en rendant cet amant qui s'en va complètement accro à elle. En gros, c'est le Comte de Monte Cristo version ChatGPT. C'est un peu ça. Et en même temps, ce texte qui est assez drôle est aussi sous-tendu par cette part de solitude qui nous est extrêmement contemporaine. Anna est une obsessionnelle, et doublement obsessionnelle. C'est une obsessionnelle en littérature, c'est aussi une obsessionnelle en amour. Et elle va chercher à combler cette espèce de grand vide, de manque, et peut-être aussi de détestation d'elle-même,
C'est aussi une femme, ouais. on comprend elle vit dans une espèce de désordre existentiel total Personnel, et elle fuit. déséquilibre. Elle est en fuite et quand on est en fuite, le meilleur moyen, c'est de courir après les autres. Absolument. Donc voilà, ça c'est le numéro 2, c'est aussi une histoire de basculement et de départ de feu. Et enfin, le numéro 3, le nom de la bataille de Tom Buron, c'est un texte qui est peut-être voilà le plus tristement actuel, puisqu'il évoque la guerre en Ukraine directement, et Oui. notamment la bataille de Pokrovsk, qui, à l'heure où on enregistre cette vidéo, voilà, est encore un théâtre d'opération Tout à important. fait. Au départ en tant que volontaire dans l'humanitaire, après dans la logistique, et il a fini par s'engager au sein des forces armées ukrainiennes. Et il s'est engagé de 2022, il est revenu en 2024. Et en fait, il a été marqué par cette expérience-là. Et le nom de la bataille médiatise cette expérience-là par la littérature, c'est-à-dire que c'est pas un témoignage direct, c'est Bien un sûr. vrai texte littéraire qui, toute proportion gardée, mais je trouve s'inscrit quand même dans la lignée de Orwell et de Thomas Catalan, Bien ou même sûr. Hemingway, en fait, pose la question de l'engagement. Donc, qu'est-ce qui va faire que des jeunes vont s'engager aux confins de l'Europe pour un pays, voilà, dans un conflit qui ne dépend pas de leur. Et Tom parle de ça. Il C'est parle une de vraie grande question d'ailleurs. ouais. Et par l'action de l'adrénaline. Il parle aussi vraiment de ce qu'est la guerre aujourd'hui. Et en fait, Oui. ce qui est très intéressant, c'est qu'en très peu de pages, il y a une écriture qui est à la fois très poétique, très crue, donne à entendre vraiment, en fait, la guerre. Et il donne aussi à entendre ce que c'est que l'héroïsme aujourd'hui. Et peut-être, on peut en tout cas le questionner, on peut voir que l'héroïsme, parfois, c'est savoir s'arrêter. Savoir, en fait, arrêter d'être au front. Faire un pas de côté. Ouais, exactement. Si je devais donner une autre connotation à la collection, en plus des 49 pages, je dirais des textes courts de brûlante actualité. Ils le sont tous, en fait. Hein. Vous Oui. avez vraiment fait ce choix de parler d'aujourd'hui. Mais l'enjeu, c'est qu'on pense que la littérature peut parler vraiment du monde contemporain, et que en fait, c'est ça qui est très fort, c'est une tension entre l'actuel et l'inactuel. C'est-à-dire Oui, que à la oui. fois, ce sont des textes littéraires, en même temps, ces textes sont pris dans une époque. Et c'est pour ça que d'où le texte de Mickey, hein, d'ailleurs, qui dit ça, qui dit en fait, aujourd'hui, on ne peut plus écrire comme on a pu écrire au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. En fait, l'idée, c'est de voir comment est-ce que la littérature peut rendre compte à la fois de notre humanité, mais en même temps de la modernité. Justement, qu'est-ce qu'elle peut la littérature aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut la littérature? Ben, je pense que c'est une question à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés Oui. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut? Ben, elle peut continuer d'écrire en fait. Et je pense que le grand travail de la littérature, ça a toujours été de proposer des frictions, des points de tension entre un contemporain en désordre et puis la volonté de trouver une forme d'ordre, la volonté de la figer, de la tordre, de la casser aussi. Et je pense que c'est ce que peut la littérature aujourd'hui, c'est-à-dire nous offrir des points de vue, des points de vue sur le monde, sur une situation, de nous inquiéter aussi sur nos certaines habitudes. Je pense au texte d'Eve Guerra et à l'utilisation de ChatGPT. Je pense que c'est une manière de nous mettre face à un état de désordre. Après, de là à trouver une réponse plus égale, je sais pas si toi, Pierre, tu as une idée. Mais, en fait, la ligne de 49 pages, c'est cette question fondamentale de savoir comment est-ce qu'on peut faire dialoguer ou se réconcilier l'écriture et la littérature et la vie. Comment est-ce que finalement, en fait, ces textes-là viennent toucher les choses en nous? Moi, je crois qu'un grand texte littéraire, c'est un texte qui déplace des choses en nous, un texte qui nous permet de ne plus voir tout à fait la vie comme avant. Bien sûr. Il s'agit pas il s'agit pas de changer le monde. Il s'agit déjà de changer notre monde intérieur. Je pense que c'est ça que font les textes. Et en fait, c'est un travail qui est parfois qui est très léger, qui est très soluble quasiment, qui est très souple, mais en même temps qui est aussi essentiel. Et l'enjeu de 49 pages, c'est aussi montrer que même, ces changements-là peuvent s'opérer même à partir de textes courts. Parce que Bien si sûr. les images sont puissantes, eh bien en fait, elles peuvent quand même fonctionner. Et moi, c'est ça qui me plaît et qui me Le texte court parle. a une vraie fonction. Voilà. Le texte court a une vraie fonction qui n'est pas simplement la porte d'entrée vers d'autres voies, mais un choix. Le choix de la variété, par exemple. C'est jouer la variété, puis c'est aussi en fait se dire que, en fait, justement, sur les textes courts, on peut être peut-être plus audacieux d'un Oui. point de vue formel. On peut peut-être aussi, en fait, par exemple, un lecteur pourrait être ennuyé
par un texte qui serait énorme. C'est un vrai problème. La littérature paraît toujours trop monumentale Oui. à des novices, et au contraire, en fait, je pense que aujourd'hui, un format court permet de la rendre plus accessible, tout simplement, et surtout, et c'est aussi, on parlait tout à l'heure des sujets que peut la littérature face au monde. Eh bien, justement, en fait, refuser qu'il existerait des territoires proscrits de la littérature, comme si la Absolument. littérature était un monde sacré. On parle toujours de littérature blanche. Non, au contraire, on voudrait casser les genres, en fait, les catégories de genre, considérer qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'est pas sa Oui, place d'ailleurs, vous n'avez en pas littérature. donné des collections spécifiques au genre. Absolument pas. Et parce que aujourd'hui notre réel se compose d'une multiplicité de genres, d'espaces, de territoires. Je veux dire, nous sommes tous dans un monde qui s'apparente à un roman de science-fiction. Donc pourquoi considérer qu'un livre qui se déroulerait dans l'espace ne pourrait pas être Mais de la littérature il blanche? semblerait Au que contraire. Margaret Atwood se dépêche d'écrire encore un nouveau livre parce qu'après, sa fiction risque d'être Bien trop sûr. du réalisme. Bah oui, bien sûr. Euh, Oui, non, alors c'est vrai que il y avait une lessive qui s'appelait Skip Actigel et leur Ouais. slogan c'était petit mais puissant. Je pense C'est que ça. c'est ce qu'on propose. À combien de temps vous avez passé pour trouver vos slogans? Oh, ouais. Parce que là, je vous vois très bon en Moi, slogan, donc non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, je pense que c'est, enfin, l'ambition, enfin, moi, qui me traverse. Voilà, je suis enseignant, j'ai été amené à travailler pour, enfin, même fonder un média qui s'appelait Zone Critique. Enfin, oui. je pense que le combat de ma vie ou un des enjeux qui m'a vraiment, enfin, qui me nourrit, c'est justement cette question-là de savoir comment est-ce qu'on communique une passion, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, voilà, de provoquer ce petit mouvement, ce petit moment chez les gens qui viennent de lire. Et je crois qu'il faut pas avoir peur. Enfin, en tout cas, moi, le modèle qu'on propose à 49 pages, bah, l'idée, c'est de trouver aussi des manières de provoquer, de troubler, Des d'interroger. voix pour. Et moi, j'aime énormément la littérature qui me dérange, qui me fait penser, qui me fait m'interroger. Mm, Des fois même qui me fait peur parce que ce que je vois en face de moi, c'est trop difficile à vivre, hein. C'est mm, difficile à digérer. Mais c'est justement ces moments-là qui me font grandir, à mon avis. ouais. Non, mais c'est ça qui est aussi assez fort et assez beau hein, dans l'expérience littéraire en tant que telle. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a voulu. Alors, en plus, 49 pages, ça s'accompagne voilà, d'un modèle économique qui est aussi très particulier. En Oui, fait, notre enjeu, c'est donc à la fois on est présent en librairie, etc. Mais on est aussi présent sur abonnement. C'est-à-dire que les gens, chaque oui, tout à mois, fait. voilà, s'abonnent et reçoivent dans la boîte aux lettres un petit texte, un livre. Et ça, je trouve que c'est, enfin, quand on C'est parlait très de intéressant. réconcilier la littérature et la vie, ben, c'est une manière de faire. C'est-à-dire que, en fait, le livre s'invite jusque chez les gens, il pénètre dans votre intimité, mais Et surtout, c'est vous un peu, utilisez en fait une formule. Aujourd'hui, on s'abonne à peu près à mm, tout. Mais si ouais, on s'abonnait aussi à des textes pour pouvoir lire, parce que la beauté de ces petits livres, ils sont très jolis d'ailleurs, hein, mm, c'est qu'on peut les choisir à un moment, les poser, ouais. les reprendre, les passer, les offrir d'ailleurs. Enfin, ils peuvent avoir vraiment une vie, un cycle. Bah, je pense que l'effet de collection était très important. C'est Esther Zach, qui était la graphiste, et donc il y avait vraiment Oui, cette idée-là oui. de vraiment réussir à faire avoir une gamme chromatique qui fonctionne ensemble, avoir un concept qui fonctionne bien, et Ouais. comment réussir à impliquer le lecteur en faire des objets vivants. La carte postale, qui à la fin de l'ouvrage, Vraiment. Ça me c'est rappelle une manière de faire. est-ce que vous connaissez la maison d'édition italienne Lorma, Ben oui, avec les plis? c'est une des inspirations que j'ai eues et je suis content que tu en Alors, parlais. j'aime la maison d'édition et j'aime les textes qu'ils font. C'est incroyable. Alors, J'adore les éditeurs, vraiment. Lorma, donc le concept, c'est des correspondances d'auteurs. Et C'est en ça, fait, les livres ressemblent à une carte postale et une enveloppe géante c'est ça. qu'on pourrait envoyer par la poste. Et moi, j'en ai. Je ne pouvais pas y penser. Et ben voilà, moi, en fait, Lorma, j'en ai une trentaine, une vingtaine, 25 chez moi. Ah, moi aussi. Et j'ai plein de collections de textes courts. Et quand il D'ailleurs, s'agit de créer ça, c'était ça l'enjeu. vos textes finiront à côté des autres. Moi, Ah, évidemment, j'ai un rayon petit. ben oui. Donc, les petits Ouais. iront avec les petits. Non, mais c'est ça, et je pense que c'est ça aussi, c'est créer de beaux objets. Et puis, cette question, en fait, voilà, en fait, comment est-ce qu'on implique le lecteur? Bah, déjà, l'abonnement, c'est une manière de pénétrer chez Oui. lui. Et de pas devoir à chaque fois se dire, ah, est-ce que je les ai pris, c'est le nouveau? Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a l'idée de la carte postale. C'est de prolonger le geste. C'est-à-dire que la carte deuxième page, c'est celle du lecteur. Il peut Ouais. écrire dessus, il peut faire une marque-page. Enfin, c'est un petit objet en plus. Et puis après, l'effet de la collection, hein, de dire, ben voilà, en fait, c'est des livres qui sont conçus pour fonctionner ensemble. C'est-à-dire que ça a pas, enfin, évidemment que chaque livre a du sens en tant que tel, Bien mais sûr. ils sont conçus vraiment pour fonctionner ensemble.
Oui, mais à mon avis, effectivement, si je dois donner un conseil, c'est déjà de commencer avec cette première salve et de se rendre compte de comment la maison d'édition Ouais. est, travaille, Ouais. existe, et après de décider de s'abonner parce que Oui, c'est vrai. Alors, c'est la bonne voie. ce serait la bonne voie. Après, si les gens veulent nous faire confiance directement, parce que ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup et je pense que c'est vrai. Je pense que le meilleur reste à venir. Enfin, on va pas dévoiler tout ce qui a tout Et ce qui puis, c'est est moi prévu, qui mais pense que vous avez travaillé sur des slogans. c'est vrai qu'on travaille souvent les slogans. Vous avez l'air, là, je vous dis, vous sortez des phrases clés, c'est bien, hein, c'est Ben, très clair. Ouais, non, mais parce que je pense que c'est une manière aussi d'essayer de se dire comment est-ce qu'on rend sensible des choses qui peuvent paraître très abstraites. Mais c'est très juste. Et c'est ça un peu l'enjeu. Et moi là-dessus, on pense aux surréalistes qui jouaient beaucoup avec les cycles publicitaires, les slogans, etc. Je pense que ça, c'est un truc moi en tout cas qui m'intéresse. C'est quels sont les mots aujourd'hui qui ont le plus d'impact dans la vie des gens. C'est quoi tes textes courts préférés? Est-ce que tu as des textes courts que tu aimes spécialement? Texte court préféré. T'es vache de me poser cette question Alors, comme c'est ça. le moment où il faut juste pas dire j'aime pas les textes courts. Je déteste les textes. C'est la seule, J'ai toutes les une autres sainte réponses, horreur des toutes les formats autres courts. réponses sont admises sauf cela. Parce que dans ce cas, on se dit au revoir tout de suite. Ouais, si je devais en prendre, il y a Baleine de Paul Galen qui est un Oui. super texte court. Je pense qu'il y a Buzzati, écrivain italien, qui a Buzzati, beaucoup, oui. beaucoup de textes courts qui sont vraiment forts. Oui, mais en fait, en Italie, il y a une tradition du texte court. Ouais. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose de normal. Là. Ah ouais. J'ai beaucoup travaillé avec le monde anglo-saxon. D'accord. Donc, c'est en France où je trouve l'anomalie. C'est vrai. Et merci de combler cette petite anomalie. Ah ouais. Effectivement, texte, moi, quand je disais nouvelle, mais c'est pas forcément une forme simplement Hmm. liée à la fiction. C'est vraiment l'impact de la littérature dans le sens plus large dans nos vies par une petite fenêtre qui en ouvre d'autres. Hmm. Ça, c'est ma vision à moi du Ah texte court. Et sincèrement, ça m'a toujours accompagné dans ma vie. Hmm. Donc, c'est normal, en fait, de lire des textes courts. Oui, je pense que, et d'ailleurs, il y a un truc qui revient, mais du coup, vous aimez les romans, bien sûr que si. Je parlais de O de Bah, bien Michio sûr. Kunan, qui fait 1000 pages. C'est un des textes qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Redis-le. O. Oh, Le texte s'appelle juste O. En fait, O, c'est un zéro, c'est une boucle, c'est un D'accord. cercle. Et c'est un livre, donc, qui fait 1000 pages et qui raconte, en fait, une semaine, à partir de 100 personnages qui sont traversés par 100 névroses. En fait, il y a un suicide inaugural et tout le texte parle des répercussions de ce suicide-là dans plein de cercles. Et c'est vraiment un texte qui est complètement délirant, qui est fascinant et qui est une lecture qui est hypnotisante, mais qui est radicalement différente. Je pense que tout se conjugue. C'est-à-dire qu'on peut très bien se plonger dans des textes, dans les méandres de textes gigantesques. Et puis, mais d'ailleurs, quel lecteur êtes-vous tous les deux? alors moi j'ai un rapport un peu boulimique à la lecture, je tendance à lire un peu tout et si j'ose même dire n'importe quoi, des paquets de céréales à la Divine Comédie. Non, Moi, je lis les étiquettes de thé récemment. non, moi j'ai vraiment, enfin, j'ai grandi vraiment. En fait, c'est bête, hein, mais les livres m'ont appris à vivre. Quand j'étais petit, j'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à lire de manière un peu boulimique, ça m'a jamais abandonné. Et je crois que moi, quand je suis devenu enseignant, j'ai voulu vraiment, j'ai eu à cœur de continuer à lire aussi ce qui se faisait aujourd'hui. Pour moi, ce qui était important, c'est qu'on doit marcher sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il faut absolument lire, il faut nous nourrir de la tradition littéraire, et en même temps, il faut aussi voir ce qu'elle produit, les répercussions qu'elle a aujourd'hui. Moi, ce qui me désole parfois, c'est que je vois qu'à l'université, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants en lettres Oui, je sais. qui ont peur de lire du contemporain. Et moi, je ne milite pas, même si c'est fantastique que tous les Non, étudiants s'abonnent moi, avec un je suis page. un peu effrayée. Mais il faut Ouais. lire, il faut que même les étudiants en lettres osent lire de la littérature contemporaine. La peur que j'ai aujourd'hui, et ça, malheureusement, c'est valable aussi en philo, c'est qu'on puisse justement avoir le diplôme sans avoir la moindre idée de ce qui se passe dans leur domaine aujourd'hui. Mm. Parce que je l'ai vu, parce que j'ai rencontré des étudiants de philo ou de lettres avec qui je parlais, et quand je sortais de leur époque de prédilection, c'était le néant. Ouais. Et ils me disaient, tu sais, je manque de temps. Alors, je peux comprendre, mais quand après on se... Et là, vous avez besoin de peu de temps. Voilà, c'est ce que j'allais Et- dire. et toi- Merci de me voir. Et toi, t'es quel lecteur, Victor? Quel lecteur? C'est une bonne question. Moi, j'ai découvert la littérature assez tardivement parce que mon domaine de prédilection, Tardivement, enfant, c'est quoi? tardivement, c'est-à-dire vers 14 ans à peu près. Bon, c'est pas très tardif, mais c'est Il y a- peut-être plus.
fait, il y a pire. tardif que, Il y a pire. bien sûr. Non, moi, je l'ai découvert très, très tôt, vraiment. Voilà, Je ben moi, lisais à 5 ans, donc c'est vraiment... alors moi, je détestais les livres, hein. Mais alors vraiment, je détestais ça. C'est-à-dire que mes parents essaient de me faire lire Harry Potter, Tolkien et les livres réservés aux adolescents ou aux enfants. Mais Ah, par vraiment, contre, je là, je pense n'aimais que je vais pas te ça. rejoindre. Je Parce que n'aimais moi, pas je ça. voulais les livres des grands. Alors, moi, on ne me proposait pas de livres pour grands jusqu'au jour où j'ai découvert un thriller de Patrick Bowen qui s'appelait L'œil de Cain, je crois. Je l'ai lu. Et vraiment, mon univers s'est agrandi d'un coup. En fait, et c'est très lié à ce qu'on fait dans Départ de feu, c'est-à-dire Oui, que oui, j'ai oui. ressenti une expérience de lecture qui m'a renversé. Alors, je ne relirai pas ce livre parce que maintenant il fait partie de ma Alors, pas mythologie. forcément moi non plus, si je dois te dire toute la vérité. Mais- Et par contre, je vois ce que tu veux dire. Hein. Et à partir de cette lecture, j'ai basculé dans une lecture, enfin dans une consommation très boulimique de thriller. Et j'ai découvert la littérature par le thriller et le roman noir avant de faire une classe préparatoire où j'ai dû d'un coup découvrir des classiques et rattraper un retard Évidemment. pendant des nuits et des nuits et des nuits acharnées de lecture, avec la sensation d'avoir perdu tellement de temps, d'avoir refusé la lecture pendant si J'ai beaucoup longtemps. d'amis qui me demandent carrément pour les rattrapages des Mais oui, pour par exemple pour découvrir un auteur avec qui on commence. c'est Parce très que ça inquiétant. change beaucoup de choses en Bien fait. sûr. Hein. Si Bien après sûr. tu continueras ou pas. Bien sûr. Donc des fois je me creuse les méninges pour pouvoir leur donner la bonne porte d'entrée pour l'auteur. C'est très inquiétant et en même temps, je pense que quand on découvre la littérature un peu plus tard aussi, on la découvre autrement. On la digère peut-être un peu mieux et ça, je crois que, enfin, c'est pour ça qu'ensuite on choisit ses classiques entre guillemets. Mais il est vrai que c'est toujours très désespérant d'entrer dans une librairie et de constater Ouais, je sais. l'étendue de Je sais. sa méconnaissance. Hein. Je comprends très bien. On a raconté beaucoup sur vos livres, hein, la naissance de cette maison d'édition. Mais à propos de slogans et de textes courts, de phrases courtes, hein, si vous deviez me donner, c'est la question pour les deux, hein, 3 raisons pour s'abonner à 49 pages. Alors, on en a 49, évidemment, à la Et fin du moi, j'ai volume. pas le temps. Donc, moi, si je dois en choisir 3, 3. bah, ce serait, Toi, tu peux réfléchir. Hein. ce serait d'abord parce que ce sont enfin de beaux objets. Je pense que l'objet livre est très important. Ensuite, parce que c'est la promesse en fait de chaque mois être surpris Oui. par un texte et de découvrir une langue ou un auteur. Et enfin, parce que on est toujours à court de beauté en général Tout autour de nous. autour de nous et que c'est une manière aussi de soutenir l'édition indépendante. Et ça, c'est vraiment important. Et une jeune maison d'édition. Et une jeune maison d'édition. Qui a fait le pari déjà d'être créée. Qui avait le pari d'être créée et qui veut maintenant durer. Exister. Exister déjà. Alors, je dirais que la première raison, c'est que il n'y a aucune raison pour se laisser impressionner par la littérature. Et à cela, là, le format court est une première réponse. La deuxième, c'est que notre collection Départ de feu garantit à chaque lecteur et lectrice des expériences intenses, puissantes et vivantes. Alors vraiment, pour 7,49 €, il y a peu de choses qui produisent ça, à part peut-être certaines drogues et j'en sais rien. Mais et la troisième raison. Non, je ne vous donnerai pas du tramadol. Hein. Ah ben non mais je n'en veux pas. Merci. J'ai arrêté. Ça m'est arrivé avec des auteurs. Ça fait très peur. Donné, c'est vrai. Vous êtes dealer aussi. Tu sais, si tu me dis j'ai très très mal à la tête, je te dis que j'ai que du tramadol. Ah oui, et tu me dis j'ai vraiment fort. très très mal à la tête. Moi je finis par céder. Oui, ben je comprends. Non mais si par contre après tu me dis je suis trop bien là, j'entends plus de bruit, c'est que nous avons un problème. C'est vrai. Non, mais pas de tramadol, ça tout va bien. Et la troisième raison, eh bien, je vous dirais tout simplement que soutenir aujourd'hui la littérature, c'est comme soutenir n'importe quelle cause humanitaire. C'est une bonne cause. C'est très beau. Une bonne cause. Est-ce que lire, c'est résister? Est-ce que lire, c'est résister? C'est aux deux, encore une fois. Lire, lire, c'est résister. Écrire et lire, c'est résister, bien sûr. C'est résister contre l'effacement, c'est résister contre la vitesse, c'est résister au désordre, c'est résister à toute forme de totalitarisme, de fascisme, de dérive politique et
et économique. Oui, je pense que lire est sans doute une des plus fortes formes de résistance aujourd'hui. À toi. Bon, est-ce que lire, ça Est-ce que résistait? lire, ça résistait? Alors oui et non. Je pense que quand on lit, c'est pas un acte d'engagement. Je pense que au contraire, parfois, c'est un acte justement d'effacement devant l'autre. C'est accueillir l'autre, accueillir Dans une ce sens, subtilité ok. différente. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est aussi s'oublier dans l'autre. Et en même temps, c'est aussi faire un retour sur soi. Je pense que la lecture, c'est pour moi, ça ne rend pas plus vertueux de lire. En revanche, ça permet d'avoir une vie plus intense, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux nous comprendre, de mieux Moi, je se suis vraiment comprendre. convaincue que ça nous rend meilleur quand même. Alors moi aussi, mais en même temps, ce qui me dérange là-dedans, c'est que De le dire. ça comme valorise c'était, une forme oui. d'élitisme et Moi, même je- ensuite, ça, parce que en fait, moi j'ai rencontré, sans rentrer dans l'élitisme, je suis voilà, d'accord avec mais toi. moi j'ai rencontré des gens, très très cultivés et très très méchants. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, C'est là où on se demande, et- avec tous les livres que tu as lus, comment tu as pu devenir comme ça. Ouais. Et à mon avis, ils les ont pas lus. Mais c'est vrai que les gens très cultivés, très méchants, ils ont une finesse dans la méchanceté qui est Très perverse aiguë. et horrible, C'est très. qui est plus intense que les méchants pas cultivés. Oui, ça peut faire très mal en plus aussi, effectivement. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je suis d'accord sur le fait que il n'y a pas le surhomme qui aurait lu et l'autre qui n'a pas lu qui serait plus en bas. Mais je suis convaincue que la littérature nous ouvre justement des portes, qui nous fait grandir, qui nous confronte à l'autre. Si ça ne nous rend pas un peu meilleur, c'est qu'on a un problème. Oui, Je crois aussi que plus que résister, la littérature permet de se laisser aller. En tout cas, je Oui, pense que si tu veux. c'est une expérience du temps et du corps. Parce que la littérature suppose aussi un repos du corps. Alors, on peut lire dans le métro, mais enfin, on lit assis, debout. D'ailleurs, En tout cas, c'est vraiment- les spécialistes du cerveau confirment. Quand on lit, on a une manière de relaxer notre corps Oui. et notre cerveau qui nous met dans une situation différente, Oui, qui fait du bien. complètement. Qui ne va pas forcément guérir. Enfin, lire n'est Bah, pas, non. n'est pas Du tramadol. une thérapie ou oui, n'est pas du tramadol, mais néanmoins le fait de se laisser aller. Aujourd'hui, je pense que c'est une forme de résistance à tout ce qui nous entoure. Moi, je parlais de ça, du monde, de toutes les presque tentations, ChatGPT par-ci, une guerre par-là, de ne plus pouvoir connecter avec quelque chose d'autre. Bah, Alors lire, pour moi, c'est résister à ça. Bernanos disait que en fait le monde moderne était une grande conspiration contre la vie intérieure. C'est Et probable. précisément, la lecture, elle permet d'aménager des faire face. espaces pour agrandir sa vie intérieure. Donc en ce sens-là, c'est là où il y a une forme de résistance. C'est ma façon de voir le mot résister dans ce cadre-là de la lecture. Là, je vous donne 1 minute pour choisir quel livre m'offrir à moi. Vous êtes des éditeurs, évidemment, vous les aimez tous, vos bébés, et ça ne signifie pas de choisir quel est le meilleur, ça signifie de choisir le meilleur pour moi, lectrice. Alors en fait, moi je choisirais le numéro 0, Départ de feu. C'est une manière de ne pas choisir, puisque il y a 14 textes, et c'est, je pense, un aperçu extraordinaire de ce que peut la littérature. Parce que c'est un peu un manifeste de ce que vous êtes aussi. C'est un manifeste vraiment esthétique parce qu'il y a 14 langues. À la fin, il y a un texte de Guillaume Cyr notamment qui parle de sa découverte brûlante de la littérature et de Dieu, et qui parle de la Pentecôte. Et moi, c'est quelque chose que je trouve une métaphore virtueuse, parce que en fait, la Pentecôte, c'est ce moment où les apôtres reçoivent une langue de feu qui descend sur eux. Ils ont le don de langue, ils ont le don de parler parfaitement, de maîtriser justement le verbe. Et je pense que dans ces 14 textes, il y a des textes à la fois brûlants, incandescents. À l'inverse, il y a des textes qui sont aussi très très drôles. Je pense au texte de Olivier Liron. Et donc voilà, donc vraiment, ce volume des Barres de Feu, à mon avis, il y a de quoi, il y a boire et à manger. Il y a forcément parmi ces 14 textes-là au moins une dizaine qui vous plairont. Alors je les ai tous aimés. Alors c'est un bon choix. Chère Christina, il m'est absolument impossible de répondre à ta question. Néanmoins, je te recommande les 4 volumes inauguraux de la collection Départ de feu. Et je pense que tu seras la plus à même de choisir celui que tu préfères. Et en fait, tu as raison aussi, parce que ayant lu les 4, je peux te dire que tu ne t'es pas trompé. J'ai aimé les 4. J'aime le concept, la jeunesse, l'envie, la joie de cette maison d'édition. J'ai envie d'être abonnée,
j'ai envie de vous suivre, j'ai envie de partager vos nouvelles aventures. Je suis sûre que vous allez nous offrir plein de surprises. Oh oui, de très grandes surprises Quelles sont à sont les venir. surprises à venir? Alors, je sais pas si on peut dévoiler ou révéler des surprises, mais en tout cas, Tu peux donner une idée. alors déjà, ce que je peux dire, c'est que prochainement, donc, il y a une collection qui s'appelle Départ de feu. Il est possible que en fin semblerait d'année que- prochaine, une deuxième collection voit le jour, dont on ne dira quasiment rien de plus aujourd'hui. Et Mais ça signifie que vous y travaillez. on y travaille. Et par ailleurs, dans les textes à venir durant l'année, il y a des très très beaux textes, des textes qui parlent d'une forme d'hybridation entre littérature et musique. Il y a aussi des textes qui parlent d'expériences très traumatiques dans des musées. Il y a des textes qui parlent de maquillage. Il y a vraiment, vraiment, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, Des dans le choses musée, ça surprenantes. m'intéresse parce que l'une de mes collections préférées chez Stock, c'est le Manu au musée. Bah là, c'est un épisode vraiment très bizarre et particulier. Manu au musée, mais en version film d'horreur. D'accord. Parce que moi, je rêve de dormir dans un musée. Alors, le musée dont il est question dans la nouvelle, on doit dire à Fab, c'est un musée très Non. particulier dans lequel je pense que tu n'aimerais pas dormir. Moi- Du coup, suivez 49 pages sur Instagram. Suivez 49 pages sur les réseaux sociaux. Suivez leur aventure. La beauté de leur texte est vraiment prouvée. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On achète les 4 et on s'abonne. Merci, je ne dirai pas mieux.